de fusion moins R, VU, V1, delta H, fusion, I1, 2, petit v. OK? Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est bien ça. Et tout ce qui dépend devant V, c'est la pente, c'est donc égal à ça. Mais on remarque, dans mon deuxième lasso, j'ai entouré ce que j'ai entouré précédemment. Il y aura juste un facteur moins et qui 1, 2 rajouté. Donc j'ai juste rajouté le moins et le qui 1, 2 après pour ne pas répéter tout ça. Ça me permettra de faire plus rapidement les calculs par la suite. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette identification? J'ai juste écrit en dessous, j'identifie, ça c'est l'ordonnée à l'origine. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, d'après ma courbe de tendance de Excel, c'est égal à, on va dire, 1,56 10 puissance moins 4. C'est des Kelvin moins 1. Pour la pente, c'est tout ce que j'ai entouré dans ce lasso vert, mais je retrouve le terme RVU divisé par V1 fois delta H de fusion, donc c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, mais il y aura le facteur moins qui est devant et puis qui est un 2 qui est après. Mais sinon, vous pouvez réécrire la totalité du lasso. Et c'est égal, j'écris égal moins 0,88 10 puissance moins 4 Kelvin moins 1 d'après ma courbe de tendance. Ok, j'ai identifié mes valeurs numériques de ma courbe de tendance à l'équation théorique de l'équation de Flory. Ok, on cherche, la question c'était de déterminer delta H de fusion. Donc je vais l'extraire. Delta H de fusion, je vais l'extraire de cette équation. Et je vais donc dire que c'est RVU divisé par V1 divisé par la valeur numérique qui est ici. Donc j'arrondis 1,56 10 puissance moins 4. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à là? Vous êtes là? Oui, une petite question? Oui, madame, je suis désolé. Hein. Mais vous avez multiplié par 1 sur V à gauche. Oui. Oui, ici. Et Oui. 1 sur V à droite aussi. J'ai divisé dans l'équation de Flory par V, ce qui était à gauche, et ce qui était à droite. Ok, donc du coup, le V qui était entre parenthèses d'origine, il part aussi. À droite. Oui, du coup, il y avait une simple. Le V qui était ici devient 1. C'est ça. Et le V qui devient V. Voilà. C'est exactement ça, ok, ok. C'est ça qui m'avait troublé. Oui, donc oui, c'est bon. Ok. L'exercice vous disait de tracer Y en fonction de V, en prenant l'équation mathématique. Vous voyez que c'était l'équation d'une droite. Ok. Donc je continue. J'exploite là pour l'instant l'ordonnée à l'origine. Je sais que l'ordonnée à l'origine, j'exploite l'ordonnée à l'origine. Ça marche. J'exploite que l'ordonnée à l'origine est égale à ça. Et dedans, il y a mon inconnu, delta H de fusion. Donc, de cette équation-là, j'en déduis ça. Delta H de fusion égale RVU divisé par ça, fois V1. Qu'est-ce qu'on me donne? R, on le connaît. VU, c'est donné dans l'énoncé. Non, pardon. VU, c'est dans l'énoncé. Oui. Une question? Non, c'est juste pour dire, je pensais que vous posiez la question. Il faut calculer le VU et le V1 par rapport à la masse molaire et Voilà. l'euro qui nous a indiqué. On fait masse molaire de l'élément sur l'euro. Oui, c'est ça. Donc, on reconnaît qu'en fin de compte, c'est la masse spécifique du polymère et la masse spécifique du diluant. En fin de compte, c'est une masse volumique. Vous avez des grammes par centimètre cube, c'est une masse volumique. Donc, à partir de la masse molaire
du composé et de sa masse spécifique, on en déduit le volume molaire. C'est pour ça que j'ai indiqué les dimensions pour que vous intuitez ce rapport à faire. V1, c'est un volume molaire, donc des centimètres cubes par mol. Si je fais le rapport de la masse molaire du composé, donc des grammes par mol, divisé par sa masse spécifique, des grammes par centimètre cube, les grammes se simplifient, il reste des centimètres cubes par mol, donc un volume molaire. Donc je le fais pour le diluant et je vais le faire pour l'unité polymère. Donc il fallait le faire ici, VU et V1. Donc il fallait le faire pour les deux. Ce qu'il y a aussi, j'ai peut-être passé un petit peu vite sur les dimensions de chacun. Oui, une question? Madame, du coup, c'est pas important de le mettre en litres ou de le garder en centimètres cubes, hein, parce que vu que V1 et VU vont s'annuler en termes d'unité, donc c'est pas important, c'est ça? Voilà. À ta place, je ne ferai aucun changement de superflu d'unité. Ok. Ils sont dans l'unité, tu as bien vu, effectivement. Les dimensions de l'un vont se simplifier avec la dimension de l'autre. Donc, je n'ai rien changé. J'ai gardé les unités de l'énoncé. OK? Oui, donc je voulais revenir sur les dimensions. Ici, ce que vous voyez, c'est que le Y, c'est égal à quoi? V, ça a 100 dimensions, c'est une proportion. Donc pour le Y, c'est l'inverse d'une température. Donc l'ordonnée à l'origine est bien en Kelvin moins 1. La pente, qu'est-ce que c'est qu'une pente? C'est un delta Y sur un delta X. Mais ici, l'abscisse, le delta X, est sans dimension. Donc la pente est aussi en Kelvin moins 1. Faites très attention à vos dimensions. C'est vrai que là, je l'ai pas... J'étais peut-être un peu vite sur les dimensions de chacun, mais réfléchissez à chaque fois que vous donnez Y égale AX plus B, le A et le B, l'ordonnée à l'origine et la pente, ont des unités. Donc, bien réfléchir sur les unités. Alors, donc, tout le monde en est là? Est-ce que ça va? Après, on passe à l'application numérique. Oui, une question? Oui, madame, juste pour résumer, pour savoir si j'ai bien compris. Donc, en fait, on a notre équation qui est y égale à x plus b, et ici, le y, c'est 1 sur tf moins 1 sur tf0 fois 1 sur v. Oui. Ensuite, vu qu'on a la relation de Flory qui est égale à 1 sur tf moins 1 sur tf0, on fait fois 1 sur v les deux côtés, et on apparente ce y à la relation de Flory. Et ensuite, à partir de ça, on continue à dérouler. Voilà, c'est ça. J'ai pris la relation. Oui, je peux voir si c'est pas clair, effectivement, par visio, c'est peut-être moins clair, donc je vais le réécrire. Le crayon est énervant possible. La relation de Flory, c'était 1 sur TF moins 1 sur TF0 égale RVU sur V1 delta H de fusion fois V moins I12 V carré. Donc, ce qui a été fait, c'est que, à gauche comme à droite, on a multiplié par 1 sur V, pour que ça soit toujours égal. Mais du coup, à droite, on va faire des simplifications. V divisé par... V, ça... On a pas l'impression, mais c'est V. V divisé par V reste 1. Et V carré divisé par V reste juste V puissance 1. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va, ça? Petite question, madame. Là, je viens de comprendre, j'espère avoir compris. Du coup, notre X, en fait, ça va être delta HFU, et notre B, ça va être X12, ça? C'est pas X. Après, ce qu'on fait...
je vais écrire que ça, c'est y égale à A plus B fois V, ou X, B fois X. D'accord. L'abscisse, c'est V. Donc, j'ai l'équation d'une droite où il y a l'ordonnée à l'origine et la pente B. Donc, en identifiant la ligne verte à la ligne rouge, je trouve l'ordonnée à l'origine et je trouve la pente. Est-ce que c'est plus clair? Une autre question? Excusez-moi, moi c'est plus d'un point de vue mathématique. Quand vous passez quand vous divisez tout par V, il y a il y a un V2 qui part à un moment donné, parce qu'on a un V moins l'espèce de X 1,2 fois V2, et à la fin on a 1 moins le même espèce de X, ça s'appelle le paramètre d'interaction. Voilà, j'ai mis V comme ça. Ouais. Ça va simplifier avec ça, et là c'est le carré qui va disparaître. Ah, c'était un carré. Ah, ok. Je pensais que c'était V2, c'est une indication. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Ok, merci beaucoup. Non, non, c'est le carré. Ok, autant pour moi. Ah, tout est logique. Merci. Ok, ça c'est bon? Ouais, c'est On bon. peut effacer. Au-dessus? Là-haut? Attends. Tu veux voir ça? C'est ça Danoshika que tu veux voir? Ok. Je peux effacer ce que j'ai rajouté parce que du coup ça se superpose. Je descends. Donc je reprends. Donc j'ai identifié l'ordonnée à l'origine à la valeur numérique de ma courbe de tendance, dans laquelle donc il apparaît l'inconnu delta H de fusion. Mais pour cela, il fallait au préalable calculer les volumes molaires de l'unité polymérique et du diluant en faisant le rapport de la masse molaire de l'entité divisée par sa masse spécifique, sa masse volumique, ça revenait au même, c'est la même chose, hein, juste de noms différents. Donc, de cette équation-là, je peux en tirer delta H de fusion. On peut faire l'étude de dimension. R, c'est 8,31, c'est des joules mol moins 1 Kelvin moins 1. L'ordonnée à l'origine, c'était l'inverse d'une température, donc des Kelvin moins 1. Et ça, peu importe les dimensions qu'on a fait remarquer, les volumes molaires, peu importe dans les unités que vous avez mises, comme ils sont l'un sur l'autre, la dimension va se simplifier. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester quelque chose qui est en joules mol moins 1. Donc, ça faisait 20 900 joules mol moins 1. Donc, j'ai mis kilojoules mol moins 1 pour que ça fasse un chiffre plus petit. Donc, ça, je répète, c'était égal à 20 900. Donc, joules mol moins 1. Donc, après, je l'ai présenté sous cette forme-là. En kilojoules mol moins 1. Donc, encore une fois, faites le plus souvent possible vos études de dimension pour contrôler que tout est correct. Alors,
Pour Papa Amadou, est-ce que c'est un problème, encore une fois, de tracer des points? Donc moi, je vous invite à le faire calmement plus tard, hein. Si c'est juste tracer les points et pour lequel vous n'avez pas la même courbe de tendance que moi, c'est juste une erreur de calcul. Parce que ça fait un gros écart entre ta valeur et la mienne. Donc je suis un peu suspecte. Comme vous pouvez voir, à chaque fois, je prends deux chiffres après la virgule pour avoir de la précision. Donc je pense que ce résultat est précis. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ok, je continue. Il fallait ensuite déterminer le paramètre d'interaction qui 1, 2. Et bien maintenant, on va exploiter la pente. Au-dessus, on a exploité l'ordonnée à l'origine. Maintenant, on va exploiter la pente. On avait déterminé, grâce à la courbe de tendance, une valeur numérique. Il suffit d'identifier l'équation de Flory à cette valeur numérique. Donc, et on trouve, je peux passer? Je monte petit à petit. Alors, pardon, il manque le qui 1, 2. Donc la pente, la valeur numérique de ma courbe de tendance me disait que c'était égal à ça. Et c'est égal à la valeur de l'ordonnée à l'origine, parce que c'était le même facteur qu'il y avait devant, facteur du moins et de qui 1, 2. Ça, si je suis très claire. Ou alors, il y avait plus long, c'était de dire que c'est égal encore à la pente, c'est moins, d'après l'équation mathématique, RVU, V1 delta H de fusion fois I1, 2. Mais précédemment, donc, nous avons montré que ça, c'était l'ordonnée à l'origine. Et ça valait moins 1, alors on va arrondir, 1,56, 10 moins 4. Voilà, j'étais sûre que ça allait perturber certains, dont Sangavi, je le vois tout de suite. Alors, vous ne faites pas comme ça, vous faites la méthode longue en écrivant que la pente, c'est tout ça. Moi, je n'ai pas voulu refaire le calcul de ce que j'ai entouré en rouge. J'ai dit qu'en rouge, c'est ce qu'on avait identifié égal à l'ordonnée à l'origine. Or, l'ordonnée à l'origine, c'est 1,56 10 puissance moins 4. Mais sinon, tu ne fais pas comme ma méthode. Tu écris la pente, ça, égale, tu oublies tout ça, et tu écris ça. Et tu refais, tu réinjectes R, tu réinjectes VU, tu réinjectes V1 et tu injectes le delta H de fusion précédent. Tu as juste un peu plus de valeur à rentrer dans ton équation. Est-ce que je t'ai répondu, Sangavi? Voilà. Donc, soit vous utilisez la petite astuce en disant, bah, tout à l'heure, on a déjà calculé ce rapport-là. Donc, je ne vais pas le redétailler. Moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, ça faisait un calcul qui était moins lourd. Non, elle n'est pas à prendre. La relation de Flory, elle est donnée dans l'exercice. C'est pas à connaître. Hein. Il y a tout un tas de relations comme ça qu'on va exploiter, mais qu'on vous demande pas. Ça veut donc dire qu'on a un bon solvant. Est-ce que ça va pour les calculs? Donc, en fin de compte, on a un ensemble de données. Toujours l'idée, c'est de faire des droites. Donc, trouver ce qu'il faut mettre en Y,
trouver ce qu'il faut mettre en x pour avoir une droite dans le but de déterminer l'équation de la droite, y égale ax plus b, et exploiter la pente et l'ordonnée, et ou l'ordonnée, selon le cas. Voilà. Mais une droite, c'est toujours quelque chose qui est très intéressant à exploiter. Est-ce que ça va? Est-ce que je continue? Donc, vous avez rajouté des qui 1, 2, il manquait le 1, 2. En fait, tu vois, quand tu as le paramètre d'interaction qui est supérieur, qui est beaucoup important, tu vois, je pense que c'était supérieur à, je sais pas combien là. Aurélien, pourquoi le 10 Mais en fait, quand c'est beaucoup... Quand j'ai fait ma courbe Excel, j'ai fait un 10 puissance 4 parce que Excel ne veut pas me donner des faibles, des faibles pentes et des faibles ordonnées à l'origine. Il met 0, 0, 0, 0. Et du coup, je ne vois pas la précision. Donc, j'avais multiplié mes Y par 10 puissance 4 pour voir apparaître le 0,88 et le 1,56. C'était juste une astuce. Tu as un bon solvant, quoi. Genre, ça veut dire que l'interaction entre le polymère et le solvant, on continue. Alors, dernière question de cet exercice. Calculer le taux de cristallinité d'un échantillon dont l'enthalpie de fusion mesurant dc par l'aire du pic de fusion est égale à 30,6 joules par gramme. Donc, en fin de compte, il fallait utiliser la formule qui est projetée. Celle-ci est à connaître. Le taux de cristallinité, qu'est-ce que c'est? C'est le delta H de fusion de l'échantillon, donc celle qui est mesurée par DSC, sur l'enthalpie de fusion théorique si l'échantillon est 100% cristallin. Donc c'est exactement ce qu'on vient de calculer, sauf que ce n'est pas exprimé dans les bonnes unités. Vous avez pu faire le TP-DSC, donc aujourd'hui un groupe a fini par ce TP-là. Les delta H, on l'a vu en cours, mesurés par l'appareil DSC, c'est des joules par unité de masse, des joules par gramme. Et qu'est-ce que c'est qu'un taux de cristallinité? C'est un rapport de la même dimension, de la même grandeur dans les mêmes unités. Donc, celle-ci doit être exprimée aussi en joules par gramme. Donc, en fin de compte, le résultat précédent, eh bien, il faut qu'on modifie un petit peu parce qu'on a précédemment calculé quelque chose qui était en joules par mol. Mais avec la masse molaire de l'unité polymérique, eh bien, c'est facile de basculer de l'un à l'autre. Donc, je fais apparaître le résultat en effaçant mes gribouillis. Donc, on nous donne ça dans la dernière question. On a mesuré le delta H de fusion tout à l'heure en joules par mol. Donc, il suffit de le diviser par la masse molaire de l'unité polymérique pour obtenir le delta H de fusion de l'échantillon 100% cristallin. Et j'ai trouvé 168,55 joules par gramme, donc ce qui me permet de calculer le taux de cristallinité en faisant le rapport des deux, soit un échantillon qui est cristallisé à 18%. Papa Amadou, tu voudrais faire en fin de compte le rapport de delta H en haut et en bas exprimé en joules par mol? C'est ça? Oui, ça reviendra au même. Tu fais le rapport d'une grandeur exprimée dans la même dimension. Sauf que expérimentalement, c'est toujours une donnée qui est en joules par gramme. Ça revient au même, hein? Est-ce que c'est bon pour vous? Comme ça?